Bonjour et bienvenue sur LCP. Nous sommes comme toujours au cœur du travail parlementaire. Ce 21 janvier, un homme important, Pierre Moscovici, est à l'Assemblée nationale. Premier président de la Cour des comptes et par ailleurs président du Haut Conseil des finances publiques, une double casquette qui lui vaut d'être entendu par la commission d'enquête de la Commission des finances qui essaye de comprendre les raisons du dérapage du déficit public en 2023 et 2024. Alors comment, qui, pourquoi en est-on arrivé là? La représentation nationale veut des réponses. Les aura-t-elle? Le sujet est explosif. La parole est à Pierre Moscovici. J'ai déjà dit devant vous à maintes reprises que notre mission d'assistance au Parlement était pour moi essentielle parce que nous sommes un tiers de confiance et une vigie des finances publiques et il est de notre devoir de dire la vérité justement et lorsqu'il y a lieu d'alerter sur l'état de nos finances publiques. Et alerter, nous l'avons fait, je l'ai fait de manière répétée tout au long des années 2023 et 2024 que vous examinez. Au cours de ces 2 années, j'ai été auditionné par les commissions des finances des 2 assemblées, à commencer par la vôtre, à de nombreuses reprises, sur tous les avis rendus par le HCFP, d'une part, que ce soit sur les projets de loi de finances, sur le projet de loi de programmation de finances publiques, sur les projets de loi de règlement, sur la trajectoire du programme de stabilité, ainsi que sur le PSMT, depuis la réforme des règles européennes, sur les rapports annuels remis par la Cour au Parlement, d'autre part, notamment notre rapport annuel sur l'exécution du budget de l'État, le RBDE, ou notre rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques du mois de juin. Et chaque fois, l'enregistrement fait foi, devant vous, j'ai exprimé ma préoccupation qui s'est muée en franche inquiétude devant la dégradation de nos finances publiques sur ces 2 années. En 2025, je suis toujours inquiet et préoccupé, mais je suis aussi et surtout profondément désolé de la situation navrante dans laquelle ces 2 dernières années nous ont plongés. Elles ont fait de nous le seul grand pays de l'Union européenne, je dis bien le seul, à avoir été incapable d'engager sérieusement la résorption de son déficit et la simple stabilisation de son endettement, alors que tous nos partenaires ont déjà fait une part du chemin. Votre commission a pour objet de rechercher, étudier, comprendre les causes de la dégradation de nos finances publiques par rapport aux prévisions pour les années 2023 et 2024. Et donc, je vais éclairer certains points par un propos liminaire. Je débuterai par les causes de la dégradation de nos finances publiques en 2023 et 2024 et par la question des biais optimistes des prévisions macroéconomiques et de finances publiques du gouvernement. Le déficit prévu pour l'année 2023 était, je le rappelle, de 4,9 points de PIB. Il a finalement atteint 5,5 points de PIB, donc un dérapage de 0,6 points de PIB qui était déjà tout à fait considérable. L'écart est encore plus élevé pour l'année 2024. Le déficit annuel prévu était de 4,4 points de PIB et il devrait se situer à 6,1 points de PIB. Là, c'est un écart inédit. Comment en est-on arrivé à de tels écarts? C'est l'objet de vos travaux. Certaines mauvaises surprises étaient difficiles à prévoir, incontestablement. D'autres doivent être impérativement explicitées et expliquées, mais il est impossible, je répète, impossible, de prétendre en toute conscience que personne ne connaissait la fragilité répétée des prévisions pendant cette période. Le HCFP, en effet, a systématiquement appelé à la prudence à partir de l'automne 2023 sur de nombreuses hypothèses relatives aux exercices 2023 et 2024. Je vais débuter par l'année 2023. Dans son avis sur le PLF 2023, donc c'est dès 2022 en fait que nous avons alerté, le Haut Conseil estimait que la prévision de croissance du gouvernement à 1% était, je cite, un peu élevée. Dans son avis sur le programme de stabilité 2023-2027, le 25 avril 2023, nous avions estimé que les prévisions de croissance pour 2023-2024 n'étaient pas hors d'atteinte, mais semblaient optimistes. Le HCFP a surtout alerté sur le scénario de finances publiques, c'est-à-dire sur le solde public pour l'année 2023. Nous avons été les premiers à dire publiquement et à alerter sur la mauvaise surprise en matière de recettes pour 2023. La première alarme du HCFP date de l'avis du 27 octobre 2023 sur le projet de loi de finances de fin de gestion. Le HCFP a considéré que les cotisations sociales et les prélèvements sociaux prévus apparaissaient un peu trop élevés en raison de la prévision élevée de masse salariale. L'écart entre les prévisions et la réalisation des cotisations sociales pour 2023 a finalement atteint près de 5 milliards d'euros. 5 milliards d'euros. Une partie de l'écart entre la prévision de déficit pour 2023 et sa réalisation était difficile à prévoir. Je le reconnais. C'est le cas en particulier de l'écart de 4,5 milliards d'euros enregistré sur l'impôt sur les sociétés. J'y reviendrai.
qui est due au dernier acompte versé par les grandes entreprises et de l'écart de 3,7 milliards d'euros sur la TVA. Mais ce n'est pas le cas de la totalité de l'écart, qui a été, je le rappelle, massif. En 2023, il y a eu une différence, hors effet de changement méthodologique, de 15 milliards de déficit. C'est ça, l'écart entre 4,9 points de PIB et 5,5. L'essentiel de cet écart est dû aux prélèvements obligatoires. Leur moins-value par rapport à la prévision atteint 21 milliards d'euros. Elle excède même le montant de l'écart entre le déficit prévu et réalisé. Et ce sont plutôt les dépenses qui se sont cette année-là situées un peu en dessous des prévisions. Je résume pour l'année 2023. Après des recettes qui ont été exceptionnellement dynamiques en 2022, et peut-être à ce moment-là n'ont pas vu qu'on allait revenir à une normale, la faiblesse des recettes par rapport à la prévision du gouvernement explique l'essentiel de la révision à la hausse du déficit 2023. Et c'est vrai que pendant la crise Covid, on a assisté à un comportement un peu extraordinaire en matière d'élasticité qui ne s'est pas reproduit par la suite, mais qui n'était qu'un retour à une normale. Mais un réel effort d'économie structurelle aurait pu et dû contrebalancer ce manque à gagner. Force est de constater qu'il n'a pas été réalisé. Le gouvernement s'est contenté du repli mécanique des dépenses exceptionnelles, sans même les résorber complètement. 2023 a donc été, je dirais, une année blanche sur le front des économies et une année sombre sur celui des recettes, donc des finances publiques. Mais le dérapage ne s'est malheureusement pas arrêté là, il s'est accéléré. L'exercice 2024, en effet, était autrement plus problématique. Ce fut vraiment, je le redis devant vous, une année noire pour nos finances publiques. Nous avons alerté, dès la présentation du PLF en septembre 2023, je l'ai fait ici même, sur le caractère optimiste de la quasi-totalité des postes de prévision du gouvernement pour l'année 2024. La prévision de croissance pour 2024 était indubitablement et très significativement trop optimiste, à 1,4 point de PIB, 1,4%, soit 0,6 points supérieur à celle du consensus des économistes, qui était à l'époque de 0,8, 0,6 points. C'est assez considérable. Tous les organismes de prévision, toutes les organisations internationales avaient alors des prévisions de croissance largement inférieures à celles du gouvernement pour 2024. J'en profite d'ailleurs pour souligner une chose, je dois le dire au passage, contrairement à ce qui a été indiqué à plusieurs reprises devant notre commission, y compris par Bruno Le Maire, l'ancien ministre, lors de son audition, le HCFP n'a ni validé les prévisions de croissance du gouvernement pour 2024, ni a fortiori considéré qu'elles étaient plausibles dans son avis sur le PLF pour 2024. Je préfère nous citer, pour être précis. Le HCFP a même été plus loin dans son avis, en soulignant l'optimisme du gouvernement sur la totalité des postes de demande: consommation, investissement, exportation. Or, la prévision de l'évolution de ces agrégats est cruciale pour prévoir les rentrées fiscales. Donc, nous avions clairement alerté sur une prévision exagérément optimiste de croissance. Une prévision macroéconomique trop optimiste engendre mécaniquement des biais sur la prévision du déficit. Le HCFP avait donc alerté sur l'optimisme de la prévision de déficit public pour 2024 dès son avis de septembre 2023 sur le PLF. Vous vous en souvenez certainement, et si ce n'est pas le cas, je vous cite quelques termes de l'avis du 22 septembre 2023 qui étaient on ne peut plus clairs sur la question. J'ouvre les guillemets: la prévision de déficit public pour 2024 de 4,4 points de PIB conjugue principalement des hypothèses favorables et paraît optimiste. La prévision de prélèvement obligatoire est tirée vers le haut par la prévision de croissance élevée de l'activité et au-delà par des hypothèses favorables sur le rendement de certains impôts. De plus, les dépenses risquent de s'avérer plus élevées que prévu, notamment s'agissant du coût des dispositifs énergétiques et des dépenses de santé ONDAM. Selon les dernières prévisions, le déficit 2024 se trouverait in fine 1,7 point de PIB au-dessus de la prévision du PLF 2024, ce qui est un écart jamais vu dans ma mémoire hors temps de crise. Charles Courson a peut-être une mémoire encore plus longue. Les mauvais résultats de 2023, notamment la faiblesse des prélèvements obligatoires, ont certes projeté une onde défavorable sur l'année 2024. Ça explique une large partie de la dégradation, 0,7 points sur 1,7 pour être précis, mais il ne faut pas s'y tromper, le reste, la majeure partie de l'écart entre déficit prévu et réalisé en 2024 est imputable à l'année 2024 elle-même. Les recettes spontanées de prélèvements obligatoires ont été très décevantes, en particulier sur l'impôt sur les sociétés et la TVA. Ça explique la révision du déficit 2024 pour 0,7 points de PIB. La révision à la baisse de la croissance par rapport à l'optimisme de prévision initiale y contribue pour 0,2 points supplémentaires. Et encore, ça a été compensé pour partie à hauteur de 0,2 points de PIB par des hausses d'impôts.
Parallèlement, la dynamique des dépenses était très importante. Les dépenses des collectivités ont cru plus nettement que prévu. Elles ont contribué pour 0,3 points à l'écart de prévision, tandis que les dépenses de sécurité sociale ont dérivé de 0,1 point par rapport à la prévision initiale. Ce dérapage a été un peu atténué par des mesures en gestion sur les dépenses de l'État, c'est-à-dire des annulations et des gels de crédit, mais aussi par un repli de l'inflation plus rapide que prévu. Parallèlement à l'explication de l'écart par rapport à la prévision initiale, c'est peut-être l'analyse de la dégradation de 0,6 points de PIB du déficit en 2024 par rapport à 2023 qui est la plus riche d'enseignements. Elle met en lumière le rôle prépondérant, pour le coup, de la dépense publique hors mesures exceptionnelles. Celle-ci a progressé nettement plus rapidement que la croissance. Elle a contribué à dégrader le solde public de 0,9 points de PIB par rapport à 2023, essentiellement à travers la forte dynamique des dépenses des collectivités, des dépenses de sécurité sociale, notamment en raison de la revalorisation des retraites sur la base d'une inflation passée élevée. Ainsi, en 2024, bien plus encore qu'en 2023, la dépense publique est apparue hors de contrôle. Ce n'était pas totalement surprenant. Comme la Cour et le HCFP l'avaient souligné, les objectifs de maîtrise de la dépense n'étaient pas documentés, j'y insiste, et ne faisaient l'objet d'aucun mécanisme de régulation contraignante s'agissant des collectivités locales. Et dans les auditions que nous avions eues au HCFP, nous l'avions souligné aux représentants du gouvernement. Ouais, vous écrivez 0,5 points de PIB d'économie, mais il n'y a rien de contraignant, il n'y a pas de mécanisme de régulation. Nous ne croyions pas, en vérité, à ces chiffres dans ces conditions. Cette perte de contrôle de la dépense publique a été presque entièrement masquée par le repli des dépenses de soutien énergétique qui ont contribué à une amélioration du solde de 0,7 points de PIB, mais il n'empêche que, voilà, en dehors de ça, ça n'est pas bon. Mais nos alertes sur les prévisions élevées, macroéconomiques, en dépenses, en recettes, n'ont pas été entendues. Et pourtant, les avis du HCFP sur les PLF n'ont pas été les seules sonnettes d'alarme actionnées. J'ai aussi présenté devant vous tous les travaux de la Cour des comptes sur les finances publiques ces 2 dernières années. Tous, je dis bien tous, sans exception, depuis le printemps 2022, signalaient l'ampleur de la dégradation. Tous aussi appelaient une trajectoire de retour sur les 3% plus réaliste et plus crédible que celle du gouvernement, qui était, selon nous, soutenue par un scénario macroéconomique trop optimiste et donc qui ne pouvait se réaliser. La Cour a aussi systématiquement chiffré des scénarios alternatifs au scénario pluriannuel du gouvernement. Dans les 2 dernières éditions du rapport sur la situation et les perspectives des finances publiques que je suis venu vous présenter ici aussi, nous avons modélisé des trajectoires avec une croissance plus faible que prévu, des dépenses calées sur le rythme tendanciel, un niveau de prélèvement obligatoire constant. Ces différents scénarios aboutissaient tous à la même conclusion. Il n'existait quasiment aucune marge de sécurité et le moindre écart aux hypothèses du gouvernement ferait dérailler substantiellement la trajectoire 2023-2027. En particulier, dans le dernier RSPFP, publié en juillet 2024, qui avait été donc préparé de longue date, je ne le cache pas, je ne le cale pas par rapport à la dissolution, nous examinions 3 scénarios alternatifs à la trajectoire du programme de stabilité, qui prévoyaient un déficit de 4,1 points en 2025 et un retour sous 3% en 2027. Ces scénarios retenaient des hypothèses de croissance et de jugement de recettes à partir de 2025 moins optimistes que le gouvernement. Et le cumul de 3 scénarios qui se contentaient de reproduire les tendances passées, ils n'étaient pas non plus pessimistes, conduisait à un déficit encore supérieur à 5% en 2025, il le sera, et s'approchant de 6% en 2027. Et donc il ne nous paraissait pas réaliste dans ces conditions de passer sous 3% en 2027, et je l'avais laissé entendre devant vous déjà. Ça m'amène au second point de ma démonstration, qui est que malgré le biais optimiste de ces prévisions, malgré la dégradation du solde public en 2023 et dès le début de l'année 2024, le gouvernement a maintenu une trajectoire pluriannuelle caduque, devenue en 2024 peu crédible, peu réaliste et peu cohérente. Pardon, je ne fais que citer des adjectifs du Haut Conseil et de la Cour des comptes. Déjà, en avril 2023, dans son avis sur le PSTAB 2023-2027, le HCFP écrivait que la réduction prévue du déficit, j'ouvre encore les guillemets, ne laissait pas de marge suffisante pour maintenir le déficit public sous les 3 points de PIB en cas de choc conjoncturel, même d'ampleur relativement modérée, de choc exogène de taux d'intérêt ou de croissance potentielle plus faible que prévu. L'avis soulignait que la réduction visée du ratio de dette était elle aussi fragile, car elle supposait non seulement que la maîtrise de la dépense publique et l'absence de baisse nette des prélèvements obligatoires entre 2024 et 2027 prévus soient mises en œuvre, mais aussi que le scénario de croissance optimiste retenu par le gouvernement se réalise. Ça faisait beaucoup.
Nos prises de position ultérieures se suivent et se ressemblent. Dans le RSPFP paru en juin 2023, la Cour des comptes souligne que la combinaison d'un scénario optimiste sur le plan économique et d'un objectif exigeant de maîtrise de la dépense rend très incertain le scénario du programme de stabilité d'une dette qui commencera à décroître en 2027. En 2024, soit quelques mois seulement après la présentation du budget, vous le savez, le gouvernement a modifié sa prévision de croissance pour 2024 de 1,4 à 1%, je crois 2 mois après que vous ayez voté le budget sur la base de 1,4, et annoncé plusieurs mesures d'économie, dont une annulation de crédit à hauteur de 10 milliards d'euros et une hausse de la TICFE. Mais ce coup de rabot, qui n'est d'ailleurs jamais une solution pérenne, j'y reviendrai, n'a pas suffi à dresser la trajectoire. En avril 2024, permettez-moi d'insister, pardon de faire un peu greffier de ce que nous avons dit, mais c'est pour étayer, je pense, le fait que des alertes nombreuses avaient été faites. Le PSTAB 2024-2027, présenté par le gouvernement, continuait de prévoir un retour du déficit public sous 3 points de PIB en 2027. Là, le Haut Conseil s'est un peu fâché. Et dans son avis paru en avril 2024, il a utilisé des termes très forts et même inédits pour lui, en soulignant que la nouvelle trajectoire du PSTAB manquait de crédibilité, ça il l'avait déjà dit, et de cohérence. Il ne l'avait jamais dit. De crédibilité, car l'ajustement structurel présenté était considérable sur 2 ans et sa documentation était lacunaire. Au Conseil pointait à nouveau l'absence de mécanismes contraignants sur la contribution des collectivités qui, dès lors, ne nous paraissaient pas réalistes. De cohérence, et ça c'est important, car la mise en œuvre de l'ajustement prévu aurait pesé au moins à court terme sur la croissance. Si vous faites un prélèvement très important sur la croissance, il est compliqué que celle-ci augmente. Donc les prévisions du gouvernement étaient inexactes, soit sur la croissance, soit sur la réalisation du déficit en 2027. Et ça, c'était, pardon, à peu près imparable. Et je voyais en face de moi des fonctionnaires gênés de nous présenter de telles prévisions dans lesquelles, pardon, je ne veux pas me faire leur porte-parole, ils ne pouvaient pas croire en réalité. Il n'est pas sérieux de transmettre à la Commission européenne des trajectoires pluriannuelles aux sous-jacents macroéconomiques optimistes et déjà caduques avant même le début de leur mise en œuvre. Il n'est pas sérieux de prendre des engagements sur la maîtrise des dépenses sans se donner les moyens de les tenir. On peut ne pas prendre d'engagement, mais si on les prend, il faut mettre en face les moyens d'y parvenir. La crédibilité de notre pays exige une approche plus vertueuse, c'est-à-dire plus proche de la vérité. Vous suivez l'audition de Pierre Moscovici sur LCP, le premier président de la Cour des comptes qui juge trop optimistes les prévisions macroéconomiques des gouvernements en place entre 2023 et 2024. Et pour éviter que l'histoire ne se répète, eh bien, Pierre Moscovici souhaite que le Haut Conseil des finances publiques qu'il préside puisse avoir un pouvoir contraignant en matière de prévision. Retour en séance. Il faut aussi impérativement revoir notre façon d'élaborer nos prévisions. Et à cet effet, je vous propose d'élargir le rôle et le mandat du HCFP. Les prévisions sont un exercice difficile. Personne ne le dit. Et il faudra prendre le temps d'interroger la performance de nos mécanismes de prévision de recettes. Là-dessus, je l'avoue, je n'ai pas de réponse convaincante, pas plus que quiconque aujourd'hui. C'est la boîte noire que nous devons ouvrir après 2 années d'écart massif. Mais ça n'explique pas tout. L'indépendance des prévisions en France doit être mieux garantie. Il faut les libérer de tout volontarisme excessif du gouvernement, de tout gouvernement. Et j'espère que votre commission d'enquête aboutira aux mêmes conclusions. Il faut rendre à l'administration sa capacité à travailler de façon sereine et objective. Dans l'Union européenne, c'est le rôle des institutions budgétaires indépendantes, donc en France du HCFP, que de garantir la qualité des prévisions et de les tenir éloignées de ce que j'appellerais l'hubris du politique. Mais contrairement à ses homologues européens, le HCFP n'a aujourd'hui, il faut le dire, ni tous les moyens, ni tous les outils, ni le mandat adéquat pour mener à bien cette mission. Et nous n'avons que 2 solutions sur lesquelles vous m'avez interrogé de manière récurrente. Soit nous qualifions le budget d'insincère, ce qui reviendrait en quelque sorte à utiliser l'arme nucléaire, c'est-à-dire à provoquer de facto le associé du PLF. Ou bien nous recourons à une utilisation qualitative d'une sémantique délicate que vous connaissez bien, sous la forme d'une gradation d'objectifs crédibles, réalistes, plausibles, atteignables, optimistes, élevés, jusqu'à irréalistes et pourquoi pas incohérents. Bon, voilà, nous le disons et ensuite il ne peut pas se passer grand-chose. Entre le nucléaire et le sémantique, je crois qu'il faut trouver une 3e voie.
Cette notion d'insincérité, elle est très difficile à manier. L'insincérité, ça suppose, c'est la définition du Conseil constitutionnel, une volonté de tromper. Et vous conviendrez qu'il est délicat pour le HCFP de juger des intentions du gouvernement dès lors qu'on se trouve dans des cas qui sont limites. C'est le cas de la prévision de croissance pour 2024 et pas flagrant. En revanche, ça montre bien qu'il faut inventer autre chose. Pour ça, je vois, et j'en finis par ça, deux scénarios possibles. Le premier scénario consisterait à confier au HCFP, institution budgétaire indépendante française, la réalisation des prévisions macroéconomiques et de finances publiques utilisées pour le texte financier. C'est pas absurde, c'est la solution qui est retenue par de nombreux pays. Le cas le plus connu, c'est celui du Royaume-Uni, avec l'Office for Budget Responsibility, l'OBR, qui réalise les prévisions macroéconomiques, mais c'est aussi le cas en Autriche, en Belgique, au Luxembourg, aux Pays-Bas, en Slovénie, en Finlande. Donc nous serions loin d'être les seuls à le faire. Dans d'autres pays comme l'Italie ou l'Espagne, les homologues du HCFP réalisent leurs propres prévisions économiques en parallèle de celles du gouvernement. En France, je veux vous le dire avec une certaine solennité, tant que la prévision sera le seul fait de l'administration, elle sera forcément soumise aux arbitrages gouvernementaux. Elle sera donc soumise à une incitation forte à anticiper ces arbitrages du fait de délais très contraints. Et il y a donc fort à parier, malheureusement, que si on ne change rien, le risque de recourir à des hypothèses optimistes existera encore à l'avenir. Ce premier scénario de réforme n'est pas, j'en suis conscient, conforme à notre tradition politique et administrative. Il consisterait à soustraire l'exercice de prévision à l'exécutif en le confiant à une institution indépendante, voire même chose pour les prévisions de finances publiques. Un deuxième scénario de réforme, qui est plus compatible avec ce que nous faisons d'habitude, consisterait à renforcer le rôle du HCFP pour le rendre contraignant. Il faudrait, à minima, élargir et renforcer le mandat du HCFP et son accès à l'information avec un rôle de validation des prévisions macroéconomiques et de finances publiques du gouvernement. Comment est-ce que ça pourrait marcher? Dans certains pays comme le Portugal, l'institution budgétaire indépendante valide par un avis contraignant les prévisions avant leur transmission au Parlement. Il faudrait, selon moi, dupliquer ce mécanisme en France. Le HCFP aurait un rôle de validation des prévisions, pas d'exécution de la prévision. En cas d'optimisme important sur le scénario macroéconomique ou le scénario de finances publiques, le gouvernement serait ainsi forcé de revoir sa copie à la baisse. Une version dégradée de cette réforme, le minimum du minimum à mettre en œuvre selon moi, c'est un mécanisme qu'on appelle, en anglais, le comply or explain. On applique ou on explique. Le gouvernement serait alors tenu de rectifier sa prévision suite à l'avis du HCFP lorsque ce dernier la jugerait optimiste. Ou à défaut d'expliquer pourquoi il ne modifie pas son scénario. Ce qui est compliqué quand le scénario est fantaisiste tout de même, cette exigence, c'est le minimum acceptable, d'autant plus qu'il s'agirait seulement de se conformer au droit européen en vigueur. Tant qu'aucun mécanisme de validation ou même de comply or explain n'a été mis en place, le Haut Conseil n'aura le choix qu'entre deux choix insatisfaisants. Soit accepter avec des corrections ou des réserves, mais sans effet réel, contraignant, les prévisions émises par le gouvernement au risque qu'elles soient très irréalistes. Soit déclarer le projet de budget insincère et risquer la censure du Conseil constitutionnel, qui n'est pas quand même la meilleure voie. En tout état de cause, et quel que soit le scénario retenu, améliorer l'exercice de prévision nécessite de renforcer le mandat du HCFP. Je rappelle qu'il fait partie en Europe des institutions budgétaires indépendantes dotées du mandat le moins étendu, qu'il doit voir sa saisine élargie à l'analyse sur la soutenabilité de la dette, mais aussi au PSMT, au rapport d'étape annuel du PSMT, à l'actualisation des prévisions du PLF au printemps. La saisine du HCFP doit également être prévue, à mon sens, systématiquement au moment du recalibrage du PLF, en cas de mesure ayant un effet significatif sur le solde. C'est le cas maintenant, nous allons être saisis demain de la nouvelle mouture du PLF 2025 et lors de la mise à jour des hypothèses macroéconomiques et de déficit public pour l'année en cours. Par ailleurs, et c'est là un enjeu crucial pour la qualité de nos avis, et donc la transparence du débat démocratique, et donc votre information, l'accès du HCFP à l'information doit être considérablement amélioré. D'une part, il est nécessaire de lui transmettre toutes les informations qu'il sollicite, ce qui n'est pas le cas, et que le gouvernement réponde à ces demandes d'information en dehors des saisines, ce qui n'est pas le cas. Il faudrait donc supprimer l'interdiction d'autosaisine du HCFP. D'autre part, le HCFP doit avoir à sa disposition toute l'information nécessaire lors des saisines, comme il l'a demandé à la Première ministre à l'époque, au ministre de l'économie successifs, avec une liste précise des éléments dont il a besoin. Jean-Luc Tavernier, et j'en conclus devant vous,
disait, je crois, devant cette commission d'enquête la semaine dernière, qu'il ne fallait pas laisser Bercy trop seul dans l'exercice de prévision et qu'il fallait il fallait pas le laisser seul, lui laisser seul la responsabilité quand on se trompe. Je suis d'accord avec lui. Ce que je vous propose aujourd'hui, c'est une réponse concrète pour y remédier. Le HCFP, institution indépendante, qui n'est pas composée que de magistrats de la Cour des comptes. Ce n'est pas du tout la Cour des comptes, hein. Je la préside, il y a des magistrats, mais il y a aussi bien d'autres économistes pluralistes. Le HCFP qui vous présente ses avis, qui les adresse à la Commission européenne, qui les communique aux citoyens, peut être, et selon moi doit être, le tiers de confiance qui rendra plus crédible et plus serein l'exercice de prévision. Pierre Moscovici, qui n'a pas de mots très tendres à l'égard du précédent gouvernement, accusé d'avoir laissé filer le déficit en 2023 et 2024. C'est bien normal, après tout, c'est son rôle, le rôle de la Cour des comptes, de dire la vérité en toute impartialité. Alors, Bruno Le Maire a-t-il ou non menti sur la situation de la France? La représentation nationale s'interroge, à commencer par le président de la Commission des Finances, Éric Coquerel, et les rapporteurs de cette commission d'enquête, Éric Ciotti et Mathieu Lefebvre. Vous avez rappelé des faits et je trouve ça positif. Pourquoi? Parce que on a eu pas mal d'auditions précédemment de membres du gouvernement ou de fonctionnaires où l'idée un peu dominante, c'était, certes on n'a pas prévu, mais personne n'a fait mieux. Je schématise, mais c'est quand même un petit peu ce qui dominait. Bien. Donc par exemple, on se rappelle dans vos avis que, là je parle des membres du gouvernement, que dans vos scénarios macroéconomiques pour 2023-2024, vous aviez utilisé le mot plausible, mais on oublie que vous aviez utilisé le mot mais néanmoins optimiste. Donc c'est bien de le rappeler. Et de la même manière, c'est bien de rappeler votre avis sur le PLF 2023. Vous parliez vis-à-vis de la croissance d'hypothèses fragiles un peu élevées. PLF 2024, de même, au niveau de la croissance. Et enfin, l'avis sur le PSTAB 2024, où là, vous avez carrément parlé de manque de crédibilité. Donc je trouve effectivement bien de rappeler ces faits, que nous avons été plusieurs aussi à révoquer, parce qu'on s'en souvenait, et que ça nous avait notamment, c'était ce qui nous avait amené, pour certains ici présents, à interroger les budgets tels que nous étaient présentés fin 2023 sur leur crédibilité. Je voudrais donc savoir en premier lieu, si en tenant compte de votre avis sur le PLF 2023 et 2024, le gouvernement aurait pu réduire l'écart qui nous occupe cet après-midi, quitte même à modifier en cours ses estimations budgétaires pendant le débat budgétaire. La croissance en 2023 était très proche de la prévision initiale que vous jugez optimiste, mais sa composition, vous l'avez dit, bien différente, et le rendement des recettes, lui, a été bien exagéré. Donc je voudrais savoir si, à votre avis, c'est quelque chose qui aurait pu, où on aurait pu agir plus rapidement en fonction de ce que vous avez émis. C'est une première question. Monsieur le Président, d'abord, je voudrais rappeler une chose sous le contrôle de ceux qui sont derrière moi. Le Haut Conseil n'a jamais dit, c'est pour ça que je l'ai précisé dans mon intervention, que la prévision de croissance pour 2024 était plausible. Nous ne l'avons pas dit, nous ne l'avons pas pensé. Moi, j'ai parlé des scénarios macroéconomiques. Nous nous sommes posé beaucoup de questions, hein, pour dire le vrai. Je ne suis pas là pour trahir les délibérations du HCFP. Il n'y a jamais eu une fuite sur ce qui se passait. Et le secret de ces libérations, le pluralisme est fondamental. Mais honnêtement, ça nous a posé énormément de questions. Nous sommes vraiment interrogés sur ce que nous devions faire à ce moment-là. Et au cours des presque 5 années où j'ai présidé le HCFP, ça a été sans doute un des moments les plus délicats avec le PSTAB du printemps dernier. Mais je reviens à votre question, où la réponse est oui. Dans son avis sur le PLF 2023, le Haut Conseil estimait que la prévision de croissance gouvernementale était un peu élevée. S'agissant des finances publiques, il estimait que le solde public pour 2023 pouvait être plus dégradé que prévu par le gouvernement. S'agissant du PLF 2024, le Haut Conseil a souligné dans son avis le caractère optimiste des prévisions. Il a souligné le caractère élevé de la prévision de croissance pour 2024, de la totalité des postes de demande, très important pour les rentrées fiscales. Il a également considéré que la prévision de déficit public pour 2024 était optimiste. Donc, pour répondre à votre question, indubitablement, le Haut Conseil a à maintes reprises alerté sur le caractère optimiste des prévisions du gouvernement en 2023 et 2024. Le gouvernement, de facto, n'en a pas tenu compte lors de l'examen du PLF 2024. Il a ensuite réagi trop tardivement, à mon sens, en 2024.
Et donc, je crois en effet que les choses étaient largement améliorables. Alors, sous quelle forme, c'est pas à moi de le dire, mais il est quand même curieux, mesdames et messieurs les députés, que vous ayez voté en décembre de l'année précédente, 2023, un PLF à 4,4, avec une croissance prévue à 1,4, pour constater 2 mois après que le déficit prévu était probablement à 5,1 et que la croissance était réduite à 1%. Il y avait des choses à faire. Il y en a certaines qui ont été faites. J'ai parlé d'annulation. Sans doute, si on voulait éviter de se retrouver à 6,1% à la fin de l'année 2024, fallait-il agir à un autre moment et de façon plus rigoureuse, peut-être à travers des véhicules plus solennels. Je ne suis pas totalement inconscient de la difficulté de la situation politique et du fait qu'un PLFR n'était pas forcément aisé à voter. Aurait-il dû être présenté? Ok. Poser la question, c'est y répondre. Merci. Je crois qu'une des hypothèses les plus fragiles, pour reprendre votre terminologie, a été celle sur les collectivités locales dans la loi de programmation des finances publiques. L'été dernier, les ministres de Bercy sont effectivement venus nous expliquer que le déficit s'aggravait parce que les collectivités dépensaient trop. Mais la réalité était autre. Pour présenter un objectif de déficit convenable, ils avaient redressé la trajectoire par une baisse irréaliste des dépenses locales qui n'aurait d'ailleurs pas permis de se rapprocher des objectifs de croissance en 2023 et 2024. Lorsque vous avez dû vous prononcer avant l'examen de cette loi de programmation, quelle a été votre appréciation sur cette hypothèse? C'était les moins 0,5, vous aussi. Oui, alors, je disais dans mon propos introductif que la dégradation du déficit public était en grande partie liée à une perte de contrôle de la dépense publique. Et le PLF pour 2024, reprenant la LPFP adoptée en décembre 2023, retenait pourtant un objectif ambitieux de maîtrise des dépenses de fonctionnement des collectivités locales, en tablant sur une diminution de 0,5 points en volume, ce qui impliquait alors une hausse de 2% en valeur. Les dépenses de fonctionnement des collectivités locales augmenteraient en réalité de 5% en valeur en 2024, selon les dernières informations comptables. Couplé à la dynamique des dépenses d'investissement, ça conduit à creuser le déficit public, je l'ai dit, de 0,4 points de PIB en 2024, toutes choses égales par ailleurs. Le gouvernement avait 2 options pour tenir sa cible initiale de déficit. Soit, c'est ce que nous suggérions, retenir un objectif moins ambitieux pour les collectivités et dégager des économies par ailleurs, soit maintenir son objectif et s'assurer de son respect, via par exemple un mécanisme contraignant ou une diminution des transferts ou un mécanisme de régulation type contrat de Cahors. Il était difficile de ne faire ni l'un ni l'autre, en vérité. C'est-à-dire que si vous aviez un objectif très ambitieux, il fallait avoir en face un dispositif contraignant. Je dirais d'un certain point de vue, oui, économiquement, comptablement, financièrement, on voit une responsabilité des collectivités locales. Mais en réalité, ce n'est pas le cas politiquement, dans la mesure où on leur a demandé de faire un effort un peu comme ça, en quelque sorte. Le dérapage des dépenses des collectivités n'est alors pas totalement étonnant, et le RSPFP 2024 alertait déjà sur ce point. S'agissant de la suite de la trajectoire, aucun champ de l'action publique ne pourra s'exonérer des efforts collectifs. Et quand je parle de revue de dépenses, elles doivent concerner les 3 types de collectivités. Je pourrais aller plus loin, si vous le souhaitez, sur la question un peu ultérieurement. Bien, je voudrais ensuite vous interroger sur les éléments que le gouvernement vous transmet. L'absence de précision sur des mesures a souvent été mentionnée. Vous avez effectivement évoqué des mesures non documentées, je vous cite, qui ne permettaient pas de vous prononcer sur le réalisme des trajectoires de dépenses. En d'autres termes, il vous était impossible d'effectuer la mission que la LOLF vous a confiée, ou alors de manière le plus parfaite possible. Concrètement, cela signifie-t-il que le gouvernement n'était pas en mesure de vous présenter les économies envisagées? Au cours de vos travaux précédents, avez-vous déjà vu refuser vos demandes d'éléments qui vous auraient permis d'apprécier le réalisme des trajectoires? Alors, Monsieur le Président, le HCP ne dispose pas de toutes les informations nécessaires pour contre-expertiser et formuler des avis pleinement éclairés sur les prévisions du gouvernement. La loi organique prévoit que le gouvernement répond aux demandes d'information que lui adresse le Haut Conseil dans le cadre de la préparation de ses avis. Les directives européennes mentionnent également un accès adéquat et en temps utile à l'information nécessaire au HCFP, aux institutions budgétaires indépendantes en général, pour accomplir ses missions. Mais je dois devant vous regretter que ce ne soit pas toujours le cas. Lors de la préparation de l'avis relatif au PLF pour 2025, par exemple, le dernier, le gouvernement de l'époque a répondu à une demande d'information très tardivement. Il est vrai, circonstance atténuante, que sa formation elle-même avait été tardive et que les conditions d'exercice de son office n'étaient pas simples. Mais il nous indiquait que les informations demandées ne permettraient pas au HCFP de rendre un avis éclairé sur la cohérence de l'article
liminaire et le réalisme des prévisions de recettes et dépenses. Autrement dit, nous avait dit circuler, il n'y a rien à voir, ce que je n'avais pas apprécié beaucoup. J'avais répondu à nouveau aux ministres Antoine Armand et Laurent Saint-Martin. Le ministre d'alors avait donc apprécié à la place du Haut Conseil la pertinence des informations qu'il est susceptible d'utiliser pour ses avis. À mes yeux, ce n'est pas acceptable. Et nous l'avons mentionné d'ailleurs dans notre avis. Nous n'avons pas eu les informations nécessaires pour apprécier une grande partie des prévisions du PSMT. Plus généralement, le Haut Conseil a regretté à plusieurs reprises un manque d'informations, des informations incomplètes de la part du gouvernement dans ses avis. Je citerai le PLFRSS du janvier 2023 ou le PSMT en octobre 2024. Je suis bien entendu favorable à la transmission au HCFP des notes de prévision des services ministériels, mais pas seulement. J'ai écrit à plusieurs reprises à la Première ministre, à l'époque Elisabeth Borne, à Bruno Le Maire, à Antoine Armand, lorsqu'ils étaient ministres de l'économie, afin de leur demander la transmission des documents supplémentaires dont le HCFP a besoin pour mener ses analyses. Et je veux dire devant vous qu'il est impératif, à mes yeux, que nous ayons accès, par exemple, à certaines notes d'alerte, à l'exercice de prévision en cours d'année, ainsi qu'à la décomposition des agrégats de finances publiques dont nous devrons apprécier le réalisme. Il y a une assez longue liste, je vous fais peut-être l'économie. Maintenant, plus largement, il est indispensable de transmettre au HCFP toutes les informations qu'il sollicite et que le gouvernement réponde à ces demandes d'informations en dehors même des saisines. Il faut donc supprimer, je le redis, l'interdiction d'autosaisine du HCFP. Tout ce que je vous dis là, y compris ce que j'ai dit dans ma intervention liminaire, ce n'est pas un plaidoyer pro domo. Le HCFP pourrait être situé ailleurs. Je parle d'une institution budgétaire indépendante, je pense tel qu'il est. Il est assez bien positionné, mais ce n'est pas le sujet. Ce que j'essaie de dire, c'est que l'institution budgétaire indépendante française, dont le rôle pourrait être extrêmement positif pour permettre d'améliorer les prévisions, ne travaille pas avec le mandat, les moyens et les informations qui sont nécessaires pour pouvoir exercer sereinement et à votre profit son office. D'accord. Est-ce que, juste une question, ce que vous décrivez là, est-ce que c'est quelque chose qui s'est... Vous avez des points de comparaison vous-même important, parce que ça fait quand même pas mal d'années que vous êtes là. Est-ce que c'est quelque chose qui se dégrade ou en réalité c'est comme ça chaque année pour vous? Qui s'est dégradé plutôt? Ça s'est dégradé depuis les années 2023-2024, incontestablement. Tout s'est dégradé à partir de ce moment-là. Les finances publiques, les prévisions de finances publiques et les qualités des informations que nous échangeons. Oui, tout s'est dégradé, incontestablement. Il y a cette perte de contrôle que j'évoque. Elle se fait à tous les niveaux, y compris dans l'information qu'on nous donne. Alors, il n'y a pas de problème de mauvaise foi. Il y a une très grande presse de l'administration. Et je pense que cette mise sous pression ou sous tension de l'administration que j'évoquais participe aussi de ça. Je crois franchement, aujourd'hui, je ne veux pas parler à leur place, que les services de Bercy ne travaillent pas dans les meilleures conditions sur ces sujets-là. Ils sont soumis à une pression forte, à un volontarisme excessif. Eux-mêmes l'anticipent ou le dupliquent. Et donc, voilà, c'est toute la chaîne qui ne fonctionne pas comme elle le devrait. Enfin, c'est le sentiment que j'ai. Une quatrième question porte sur les prévisions d'IS, impôt sur les sociétés. On le sait, la surestimation des recettes de cet impôt explique en partie l'écart observé en 2023. La prévision était effectivement très optimiste, notamment à partir du PESTA pour 2023, lorsque le gouvernement a relevé sa prévision de recettes d'impôt sur les sociétés de 12 milliards. Pourtant, dans votre avis, sur ce même PESTA, vous indiquez que le gouvernement justifie la forte diminution du taux de prélèvement obligatoire à partir de 2023 par un net ralentissement de l'impôt sur les sociétés. Je voudrais donc savoir si le gouvernement vous avait communiqué à ce moment la révision à la hausse de prévision d'IS intégrée dans le PESTAB. Si oui, une hausse du rendement de l'IS vous paraissait-elle plausible en 2023? Alors, s'agissant de l'IS, ce qui est incontestable, c'est que certains impôts qui ont une responsabilité importante de ces gardes de prévision sont difficiles à prévoir. C'est le cas de l'IS. Nous proposons de conduire une étude rétrospective pour mieux comprendre le comportement des entreprises en matière d'ajustement de leur acompte d'impôt sur les sociétés. L'IS est le plus volatile des grands impôts. De ce fait, il est celui qui accuse les plus grands écarts entre prévision et exécution, y compris au stade de la loi de fin de gestion. Sur la période 2014-2023, cet écart était en moyenne de 6,8 milliards et 18,6% de la prévision d'IS en LFI. Le système de liquidation et de recouvrement de l'IS laisse une assez large part aux entreprises. Il y a 4 acomptes obligatoires, mars, juin, septembre et décembre.
qui sont établis en fonction de l'impôt dû au titre de l'année précédente. Mais une entreprise a la faculté de réduire le montant de ses acomptes si elle estime qu'il dépasse le montant de son impôt pour l'année en cours. On parle là d'autolimitation. Ce sont des pratiques qui sont assez mal connues, qui sont mal anticipées par l'administration fiscale. Il nous semble possible, à peu de frais, d'engager une étude rétrospective sur les comportements d'acompte des plus grandes entreprises, celles du CAC 40 par exemple, et d'envisager en cours d'exercice des contacts informels avec les grandes entreprises pour mieux anticiper leurs prévisions et leurs intentions en la matière. Je disais que, s'agissant de la partie recette, on était incontestablement devant une boîte noire. Il faut améliorer nos capteurs. Et quand je parle de nos capteurs, je ne parle pas pour le coup du HCFP. Je parle de l'administration fiscale, puisque c'est elle-même qui est le mieux en mesure de mener cette étude. Elle dispose de toutes ces données pour ce faire et de tous les contacts à cet effet. Bien, comme l'a montré le rapport de l'Inspection générale des finances, une partie de l'écart à la prévision aurait pu être évitée par un suivi plus rapproché de la masse salariale. Vous notiez effectivement de votre avis sur le PLFG pour 2023 que, je vous cite, la croissance prévue de la masse salariale marchande non agricole, plus 6,5%, apparaissait un peu élevée compte tenu du ralentissement au cours de l'été. Considérez-vous que cette alerte était suffisante pour amener le gouvernement à amender sa trajectoire dès l'automne 2023 ? Vous le rappelez, Monsieur le Président, à l'occasion du PLFG en octobre 2023, le gouvernement ne révise pas à la baisse sa prévision de masse salariale, malgré les dernières données conjoncturelles, notamment en provenance de l'URSSAF. Ce que relève, comme vous le soulignez, le Haut Conseil, dans son avis, où la prévision est jugée un peu élevée. Les risques pour les recettes fiscales liées à la masse salariale sont d'ailleurs mentionnés dans cet avis. In fine, la masse salariale ralentit fortement en fin d'année, ne progresse que de 5,3% en 2023, contre une prévision de 6,5%. Et l'écart de recettes entre prévision pour 2023 dans le PLF 2024 et réalisation a finalement tout de même atteint près de 5 milliards sur les cotisations sociales. Si le PLFG 2023 ne traite pas par nature des prévisions pour 2024, l'alerte du HCFP sur le ralentissement de la masse salariale en fin d'année 2023 vaut également, par une sorte d'effet d'acquis pour 2024. La prévision de masse salariale pour 2024 est d'ailleurs révisée par le gouvernement à la baisse, à 2,9 contre 3,6 dans le PLF, à l'occasion du PSTAB d'avril 2024. L'évaluation de la croissance de masse salariale par le HCFP lors de son avis relatif au PLFG 2023 aura donc dû conduire, selon moi, le gouvernement à réviser plus rapidement sa prévision de masse salariale pour 2023 et 2024, et donc ses prévisions pour certains prélèvements obligatoires dont l'assiette est basée au moins en partie sur les revenus salariés. Je pense à l'impôt sur le revenu, aux cotisations sociales, aux prélèvements sociaux. Bien, et là j'ai une petite question courte supplémentaire liée à votre intervention. Vous avez dit, je vous reprends les termes, vous avez parlé de la nécessité d'avoir une administration devenant plus sereine, indépendante, éloignée, je cite, de l'hubris politique. Je suppose donc que vous interrogez là la question de la proximité peut-être trop forte entre, à un moment donné, les administrations et le pouvoir politique, peut-être même des allers-retours entre celles-ci. On a eu notamment l'exemple il y a quelques jours avec, en audition l'IGF, entre un administrateur devenant quelque temps après, intégrant quelque temps après la cabinet d'un ministre. Et donc vous dites, du coup, donner plus de pouvoir au HCFP. Alors je vais vous poser un peu une question iconoclaste, mais qu'est-ce qui, si on donne plus de pouvoir à une instance comme le HCFP par rapport à ça, nous prémunit dans le HCFP de son indépendance et son éloignement de l'hubris politique? Là, on va être ennuyé, c'est-à-dire si tout le monde est suspect. D'abord, mais vous avez raison, par principe. Je ne visais aucune situation particulière, aucune forme de porosité entre le cabinet et l'administration, aucun cas personnel. C'est pas de ça dont il s'agit. Ce que j'essaie de décrire, c'est autre chose que j'ai vécu moi-même. Il se trouve que j'ai été haut fonctionnaire, que j'ai été également ministre des Finances. Et quand je parle de l'hubris du politique et de la pression sur l'administration, je sais de quoi je parle. C'est-à-dire qu'in fine, la prévision de croissance, elle est arrêtée par le ministre. Bon. Et oui, et elle est préparée par l'administration. Si l'administration se sent sous la pression d'un ministre optimiste ou exagérément volontariste, elle va elle-même anticiper. Il peut arriver que le ministre lui-même en ajoute par rapport à son administration pour valider son volontarisme. Que fait l'administration française? Elle est extrêmement loyale. Ce n'est pas une question de proximité politique ou autre. Elle applique la décision du politique. Et je pense que c'est ce mécanisme-là qu'on peut retrouver
notamment pour la prévision 2024, mais je vous rassure, c'est déjà arrivé avant et à d'autres gouvernements. Et c'est une tentation qui peut saisir tout politique. Alors elle peut être plus ou moins grande, il faut la maîtriser. Mais on ne peut pas, je pense, compter sur une autolimitation de l'hubris. Ça, ce serait quand même un peu optimiste, je dirais. Alors, quand je viens au HCFP, le HCFP, qu'est-ce que c'est? Et je veux me détacher de la situation présente. Le HCFP, c'est une institution budgétaire indépendante, au sens des traités européens, qui a été créée par la loi organique, par vous, les parlementaires, alors que j'étais ministre des Finances d'ailleurs, en décembre 2012. Nous avons maintenant une expérience de ce que ça fait depuis une douzaine d'années. Je pense que ça a joué un rôle assez positif, notamment ça a limité, à part dans la période récente, les écarts de prévision excessifs. Et il est bon que l'administration ait un interlocuteur. Mais cet interlocuteur, il est assez platonique, c'est-à-dire qu'il peut donner des avis, mais personne n'est tenu de les suivre. Ou bien il peut évoquer l'insincérité, mais à ce moment-là, il fout tout en l'air, ce qui n'est pas non plus bon. C'est pour ça que je propose d'inventer cette troisième voie. Qu'est-ce qui fait qu'il va se prémunir de l'hubris du politique? C'est sa composition même. Il est présidé par le premier président de la Cour des comptes, il comporte des magistrats de la Cour des comptes qui sont, indépendants et impartiaux, et pour le reste, il comporte des experts qui sont désignés par les présidents des assemblées sur une base qui est extrêmement pluraliste et de compétences. Et ce dont je veux témoigner ici, devant vous, sans faire état encore une fois des délibérations, j'ai constaté, et honnêtement dans ma vie, j'ai pas vu ça dans beaucoup d'endroits, qu'en 5 ans, il n'y a jamais eu de fuite qui était due à un membre. Jamais. C'est très rare. Oui. J'ai constaté un très grand pluralisme qui aboutissait toujours à des convergences. Dans le HCFP actuel, vous avez un économiste comme Michael Zemmour, qui n'est pas forcément considéré comme tout à fait de droite, juste titre, et d'autres qui sont beaucoup plus à droite. Tout le monde se rejoint. Il n'y a jamais eu d'absence de consensus depuis 5 ans que je préside le HCFP entre ses membres. Et donc il y a une garantie d'indépendance, une garantie d'impartialité, il y a un pluralisme, le positionnement auprès de la Cour des comptes est en principe le garant de cette indépendance. Et oui, je crois pouvoir vous dire que nous sommes totalement prémunis de l'hubris du politique. La Cour des comptes, je peux en témoigner par ailleurs, ça embête, parfois le politique est totalement indépendante. Et heureusement, c'est ça qui lui permet d'être une institution de la République respectée par les Français. Donc oui, je nous sens à l'écart de ça. Et c'est pour ça que je vous fais cette proposition. Parce que je pense, si je prends un cas concret, si le HCFP avait été amené à dire, par exemple, sur la prévision 2024, j'y reviens, non, ça ne va pas être 1,4, c'est 1% max. Et à ce moment-là, soit on l'avait fait nous-mêmes, soit on aurait dit au gouvernement, vous exécutez ou vous appliquez ou vous expliquez. S'il avait dû expliquer pourquoi c'était 1,4% avec des mécanismes compliqués devant vous, par exemple, ça aurait été un peu difficile. Et là, pour le coup, on aurait pu déboucher sur une conclusion pratique. Merci. Là, vous convainquez, je suis persuadé depuis le début de ce que vous dites, c'est-à-dire, vous le dites vous-même, puis vous avez l'expérience en plus, un peu, ministère. Vous-même, vous dites que quelque part, cette influence de l'hubris politique, elle est quasiment inévitable, elle est presque structurelle. Mais pardon, si vous ne voulez pas vous interrompre, Monsieur le Président, mais j'ai vécu de telles situations. C'est ce que je vous dis. C'est exactement ce que je dis. J'ai vu des débats au sein de l'exécutif sur le fait de savoir quelle devait être la prévision de croissance. Voilà. Donc, non mais je trouve ça très intéressant parce que ça infirme certains des propos qu'on a eus ici jusqu'à maintenant en audition. C'est pour ça que je me permets d'auditionner et de pointer l'importance de ce que vous êtes en train de nous dire. Et je pointais le fait que, effectivement, vous le dites, c'est presque indépendant de la circonstance de tel ou tel pouvoir. C'est comme ça. Mais alors, justement, par rapport au sujet qui nous occupe là sur 2023-2024, à partir du moment où vous le dites vous-même, l'hubris politique peut influer, est-ce que vous ne pensez pas que, c'est notamment les moindres recettes qui expliquent le dérapage, entre autres, hein. Bon, est-ce que vous ne pensez pas qu'il peut y avoir un aveuglement du politique, notamment sur les effets de sa politique en termes de recettes, après 2 années post-Covid, où la croissance était telle, parce qu'on était descendu tellement bas, qu'il y a eu effectivement des recettes très importantes, y compris malgré la baisse des seuils d'impôts. Est-ce que vous ne croyez pas que ça a pu suffisamment aveugler le politique pour expliquer les chiffres que nous avons eus, beaucoup trop optimistes en matière de recettes? Il y a 2 phénomènes conjoués, peut-être 2 phases. Disons que dans les années 2021-2022, pour le coup, pour parler un peu comme dans les termes du Monopoly, il y a eu une erreur en faveur de la banque, c'est-à-dire du gouvernement. Dans ces avis-là, je m'en souviens, j'étais déjà là,
le Conseil avait estimé que les prévisions de recettes étaient un peu élevées. Un peu élevées. Et en réalité, elles ont été plus favorables encore que ce que nous estimions nous-mêmes. Mais c'était dû à des comportements extrêmement particuliers pendant la crise Covid. Il y a eu un effet, je dirais, sur 2023, qui est un effet d'ajustement. C'est-à-dire qu'on est revenu en réalité à une normale, ce qu'on aurait pu anticiper, mais alors je me garderai là-dessus de donner la moindre leçon, parce que personne ne l'avait vraiment vu en réalité. Mais à partir du moment où, en 2023, on était revenu sur une normale, il n'était pas fondé de faire à nouveau des prévisions optimistes en 2024. Et puis, deuxième chose, il y a des phénomènes que je ne saurais pas expliquer, en toute honnêteté, faute de données. C'est pour ça que j'évoquais, par exemple, ma suggestion sur la compte de l'IS. Il faut affiner la machine à prévoir les recettes qui, manifestement, dysfonctionnent. Et là, c'est pas nous qui avons tous les moyens de voir comment ça marche. C'est sans doute les capteurs de l'administration qu'il faut restaurer. Et enfin, les échanges avec nous. Voilà, donc il y a eu ces deux phases et ces deux composantes. Merci de votre réponse. J'ai deux dernières petites questions à poser. La première, vous dites qu'il ne faut pas laisser Bercy trop seul. Je cite Jean-Luc Tavernier. Voilà, là, c'est plutôt dans les propositions. Et du coup, vous citiez Tavernier. Qui est membre du Conseil. Oui. Et vous dites, du coup, renforçons les moyens du HCFP, pourquoi pas. Est-ce que vous ne croyez pas qu'il faudrait aussi laisser moins seul le Parlement et qu'on ait plus de moyens, peut-être, dans les missions de contrôle qui, normalement, sont les nôtres? Voilà, c'est une question que je voulais vous poser. Je pense que oui, mais je voudrais dire une chose que je ne cesse de répéter depuis 5 ans. Vous savez, ça fait 5 ans que je suis Premier président bientôt, et je suis plus proche de la fin de mon mandat que du début. Et chaque fois que je viens ici, pour ceux qui sont là depuis 5 ans, ils en sont témoins, je dis que le HCFP vous aide. C'est-à-dire que nos travaux, comme ceux de la Cour des comptes, comme le disait Philippe Séguin, qui était mon prédécesseur, nous sommes à équidistance entre le gouvernement et le Parlement. C'est avec grand plaisir que je défère au rapport que vous nous demandez de produire, et nos magistrats y sont extrêmement attachés. Mais je pense que le HCFP, institution budgétaire indépendante, la Cour des comptes, institution indépendante, sont en réalité, de ce point de vue-là, non pas des auxiliaires, mais des aides au Parlement. Je pense que plus nous avons de moyens, plus nous avons de faits, plus nous avons de chiffres, plus nous avons d'objectivité, plus nous avons de rôles contraignants, plus ça vous sert en réalité. Ce n'est pas contradictoire d'augmenter les moyens propres d'évaluation du Parlement, c'est complémentaire. Bien, dernière question. Évidemment, on fait cette commission d'enquête pour ne pas renouveler les mêmes erreurs. Est-ce que vous croyez qu'on est prémuni de ces erreurs pour 2025 ? Je ne peux pas vous répondre sur 2025 pour une raison simple, c'est que la saisine du HCFP commence demain. Et donc, je crois que c'est demain. Donc nous allons recevoir les chiffres, nous allons ensuite faire comme nous faisons toujours. Je le signale d'ailleurs par rapport à ce qu'a dit Jean-Luc Tavernier, que je partage largement, c'est que notre méthode, je vous la situe en quelques mots, c'est d'auditionner un certain nombre d'instituts de conjoncture et de travailler sur le consensus. Nous auditionnons la Banque de France, nous auditionnons l'ISTE, Rexecode et l'OFCE pour prendre des pôles un peu dans ces instituts. Nous avons par ailleurs nos propres études et nos propres capteurs. Nous auditionnons naturellement les administrations, puis nous validons notre avis. Et donc, je vous répondrai là-dessus, Monsieur le Président, dans quelques semaines, quand vous m'inviterez à vous présenter cet avis, comme je le fais toujours. Et je vous dirai à ce moment-là si je juge la prévision de croissance élevée, réaliste, optimiste, plausible. Et je vous répondrai de même pour les prévisions de recettes et des dépenses, en me plaignant, je n'en suis pas, je le sais déjà, de certaines informations lacunaires, puisque nous en demandons plus. D'accord, merci. Je passe le relais à Éric Ciotti. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier Président, Monsieur le Président du Haut Conseil Finances publiques, vous avez eu des mots très forts pour qualifier la situation qui nous mobilise aujourd'hui avec la constitution de cette commission d'enquête. Et si la commission des finances est dotée des prérogatives d'une commission d'enquête, c'est qu'en effet, nous sommes face à une situation grave. Et vous l'avez confirmé, et ça change, je le dis, des auditions que nous avons tenues pour l'instant, où nous avons auditionné pour la plupart des responsables, des hauts responsables administratifs de Bercy, dont vous avez qualifié le rôle de dépendance vis-à-vis de l'exécutif, notamment dans les prévisions, et nous avons auditionné des ministres ou des anciens ministres. Ces mots, je les reprends. Vous avez parlé de situation navrante. Vous avez évoqué l'hypothèse de déclarer le
projet de loi de finances pour 2024 insincère. On parlait, je crois, d'armes atomiques qui auraient conduit sans doute à la censure totale du PLF par le Conseil constitutionnel. Pourquoi vous n'avez pas, alors que la tonalité globale de votre propos conduit à qualifier ce budget comme insincère, donc pourquoi vous n'avez pas utilisé cette prérogative? Et finalement, quels sont les responsables de cette situation? Vous avez... votre propos liminaire répond à beaucoup des questions qu'on aurait pu vous poser, donc je serai bref dans ces questions, mais vous avez indiqué tout à l'heure, et je l'ai relevé, que le ministre, que Bruno Le Maire, lorsque nous l'avons auditionné, a évoqué que la prévision de croissance pour 2024 avait été confirmée par le Haut Conseil. Vous avez dit que c'était totalement faux, donc est-ce que le ministre de l'économie nous a menti devant la commission d'enquête? Voilà, pourquoi est-ce qu'il y a eu des dissimulations volontaires, selon vous? Vous avez évoqué des pressions sur les services, hein, ce sont des mots extrêmement graves. Donc comment vous qualifiez cette situation et la teneur des propos qui ont été tenus ici, mais plus encore qui ont présidé à la rédaction et à la présentation de ce budget qui en tout point apparaît insincère? Monsieur le Président Ciotti, je suis assez attaché à la précision des mots. Et je n'évoque pas la dépendance de l'administration, j'évoque sa loyauté. Je ne suis pas le seul ancien ministre de Bercy dans la salle. Nous avons une administration des finances qui est formidable, dans toutes ses composantes. Mais on la place parfois dans une situation inconfortable quand le politique lui demande de faire des exercices qui ne sont, je vais citer le cas du PSTAB 2024, vraiment pas cohérents. Et l'administration savait évidemment qu'on ne pouvait pas avoir à la fois 40 à 50 milliards d'efforts par an et 1,7 à 1,8% de croissance dans les années pour arriver à 3%. Je ne vais pas faire insulte à leur intelligence en pensant qu'ils l'ignoraient, ils le savaient. Donc ce n'est pas une question de dépendance, c'est une question de loyauté. C'est très important de raisonner comme ça parce que l'administration, elle a son indépendance, elle donne toujours des avis. Les notes du Trésor qu'on vous a présentées disent toujours au ministre quelle est la réalité de la situation. Après, c'est à lui de l'évaluer. Deuxièmement, je n'ai pas parlé de pression au pluriel. J'ai parlé d'une pression. Ce n'est pas la même chose. C'est-à-dire que travailler sous tension, travailler sous pression, les fonctionnaires que vous avez interrogés sont des gens qui ne comptent pas leurs heures. Si vous allez à Bercy, les lumières sont encore, dans certaines directions, allumées à 23 heures. Mais ils travaillent parfois sous pression. Ils travaillent sous pression du temps. Ils travaillent sous pression de la volonté politique. C'est incontestable aussi. Je n'ai pas parlé de pression qui s'exerce au sens pervers du terme ou au sens désagréable. Enfin, je ne vise personne. Je ne suis pas là pour régler des comptes ou pour cibler des personnes. Je suis pour réfléchir sur des processus et essayer de les améliorer. Je tiens à faire ces précisions-là parce que il n'y a pas de règlement de compte possible, ni pour moi, ni, me semble-t-il, pour votre commission d'enquête, mais vous serez juge vous-même de ce que vous conclurez. Alors après, sur le principe de sincérité. Le principe de sincérité, il a été énoncé par le Conseil constitutionnel en 1993. Il est consacré par la LOLF. Il a pris le pas sur les autres principes canoniques du droit budgétaire. Il n'a encore jamais servi de fondement à une décision de censure d'un texte financier par le Conseil constitutionnel. Le Conseil constitutionnel en donne une définition précise. C'est l'intention de tromper et c'est l'impact sur l'équilibre général. Il exige une double condition à la sincérité des textes financiers et des prévisions qu'ils comportent. La sincérité, dit-il, se caractérise par l'absence d'intention de fausser les grandes lignes de l'équilibre qu'elle détermine. Et la forme même des textes financiers emporte une sorte de tout ou rien qui rend difficile la censure d'une inscription budgétaire en particulier. Le mandat du Haut Conseil est un peu différent. On parle plutôt de cohérence et de réalisme. Au fond, notre mandat porte sur 3 objets: les prévisions macroéconomiques, les articles liminaires dont nous apprécions la cohérence, les prévisions de recettes et de dépenses, nous sommes chargés d'apprécier le réalisme. Et en pratique, c'est aussi cette qualité, le réalisme, que nous cherchons dans le scénario macroéconomique. Alors c'est vrai que le Haut Conseil a évité de se référer à des règles ou des principes issus d'autres textes que son propre texte constitutif. C'est un dialogue que j'ai pu avoir avec le président du Haut Conseil constitutionnel. D'ailleurs, nous parlons, comme c'est normal, non pas sur des situations, mais sur des principes, entre responsables d'institutions de la République. Et donc nous avons choisi jusqu'à présent
toute une gradation sémantique que j'ai mentionnée dans mon introduction, donc je vous fais l'économie. Une gradation dont vous estimez vous-même, quand je viens devant vous, qu'elle est subtile, mais qui présente l'avantage de positionner l'appréciation du réalisme de chaque texte financier sur une échelle de gravité. Quand nous disons que c'est incohérent et irréaliste ou peu crédible, c'est pas bon en général. Mais selon nous, et nous avons eu ce débat, c'est vrai, je ne vais pas citer telle ou telle occurrence, il n'appartient pas au HCFP de s'exprimer directement sur la sincérité ou l'insincérité des prévisions de textes financiers. S'il advenait que nous tombions sur une prévision manifestement erronée, fantaisiste ou animée par l'intention de tromper, c'est une question de gradation, nous le dirions et nous n'hésiterions pas. Mais quand nous sommes dans des ordres de grandeur qui nous paraissent excessifs sans pour autant être mus par cette intention de tromper, nous n'avons pas à le faire. Ce qui fait que je vais taire encore une fois les débats que nous avons entre nous. Nous sommes posé la question à telle ou telle occasion. Nous avons toujours tranché de ne pas parler d'insincérité. Chaque fois que cette question m'a été posée devant cette commission, j'ai répondu la même chose. Je répondrai toujours la même chose. Je n'aime pas cette notion. Je n'aime pas que le Haut Conseil ait à l'utiliser. Mais je trouve que par ailleurs, l'arsenal dont il dispose est trop faible. C'est pour ça que je vous propose, entre l'arme nucléaire de l'inconstitutionnalité et de l'insincérité, et la sémantique platonique, de créer quelque chose de plus effectif, qui soit un mécanisme de validation au moins, sinon d'élaboration des prévisions macroéconomiques par le HCFP, à votre bénéfice. Vous l'avez compris, il y a encore des zones d'ombre dans l'enchaînement des faits qui ont conduit au dérapage des finances publiques en 2023 et en 2024 et valu à la France d'être placée sous la surveillance étroite de la Commission européenne de Bruxelles. Place tout de suite aux questions. Elles sont nombreuses, incisives, parfois au vitriol. Dans l'ordre d'importance numérique des groupes politiques de l'Assemblée nationale, la parole est au Rassemblement national. Quand on lit les rapports publics annuels de la Cour des comptes, c'est très clair. Le fil rouge des analyses des budgets, c'est évidemment la non-maîtrise des dépenses publiques. Alors il y a deux périodes. Il y a une période dans le vocabulaire utilisé, de 2017 à 2020, à la crise Covid. Il y a un regret sur le manque d'économie structurelle, / de réforme structurelle, de maîtrise du dépense publique. Et après votre arrivée, alors c'est pas la crise Covid, c'est mais peut-être est-ce votre arrivée au pouvoir, il y a un nouveau lexique qui est utilisé, c'est sur la sélectivité des dépenses publiques. Alors bon, après, c'est à partir du rapport 2022, 2023, 2024, il y a le terme de sélectivité des dépenses publiques qui revient régulièrement. C'est pas une critique, c'est que j'ai vu la différence sémantique. Peut-être, est-ce que ça vient de votre analyse à vous ou pas? Vous nous le direz. Ça, moi, j'ai pas d'avis. Hein. On a juste remarqué avec le groupe cette différence. Donc, c'est ma première question. On a beaucoup parlé de la capacité à prévoir, les modèles, les données qu'il faudrait rajouter, les autorités de ci ou de ça. Moi, je trouve au contraire que tout est là. Donc, moi, j'ai aucune critique à faire à vos institutions, aux deux institutions que vous représentez. Tout est là. C'est aux parlementaires d'assumer leurs responsabilités. Donc, ma première question, c'est celle-là. Sans doute avez-vous écouté les auditions au Sénat et celles que nous avons faites. Bon, on a l'impression que la non-maîtrise des dépenses publiques n'est aucunement responsable du dérapage budgétaire, alors que moi, ça me semble une évidence. Donc, je voulais avoir votre avis là-dessus. Non, je vous ai interrompu parce que vous n'avez pas de mon arrivée au pouvoir. Je n'ai pas l'impression d'être arrivé au pouvoir. J'ai été au pouvoir hein, quand j'étais ministre, mais là, je suis juste président de la Cour des comptes. Je suis à la tête d'une institution. Donc, mon arrivée à la présidence de la Cour des comptes, c'est pour ça que c'est précis. Je ne suis pas au pouvoir depuis bien longtemps. Mais président de la Cour des comptes, je le suis bientôt depuis 5 ans, en effet. Il se trouve que je suis arrivé, en effet, à la tête de la Cour des comptes, exactement le lendemain de la sortie du premier confinement, le 3 juin 2020. Et que nous sortions d'une période très particulière, pendant laquelle des centaines de milliers, enfin plus de 150 000 de nos concitoyens ont perdu la vie. Et c'est ce qu'on appelle quoi qu'il en coûte. Et c'est vrai que la Cour des comptes, à l'époque, a un peu changé son regard. Nous n'avons pas condamné en quoi que ce soit le quoi qu'il en coûte. Quand il s'agit de sauver des vies, de sauver des boîtes, de sauver un système social, il faut bien le gérer, mais on ne compte pas. On ne va pas, en tout cas, compter a priori. Il eût été absurde à ce moment-là de porter un jugement difficile sur la dépense publique. Par ailleurs, j'avoue que l'idée que la Cour des comptes serait vue par les concitoyens comme étant hostile à la dépense publique ou étant je ne sais quelle partisane systématique de l'austérité me paraissait relativement absurde parce que le problème n'était plus là. Le problème, et effectivement j'assume d'avoir
changer un peu de sémantique, ou d'avoir fait changer de sémantique, c'était la qualité de la dépense publique. Je maintiens pour ma part que quand on a 53,8% en 2019, 57% aujourd'hui de dépenses publiques dans le PIB, sans pour autant qu'il y ait une amélioration fondamentale du service public qui soit perçu par nos concitoyens, et d'ailleurs qui soit objectivement mesuré. Pensons au classement PISA, il y a un certain nombre d'indicateurs d'une autre nature. Nous avons un problème de qualité de la dépense publique. Et donc, effectivement, j'ai souhaité, et la Cour des comptes est dans ce mouvement, que nous regardions davantage la qualité de la dépense publique, sa performance, son efficience, parce que je suis persuadé qu'on peut réduire la dépense publique sans dégrader le service public, voire en améliorant sa performance, et sans abîmer le modèle social, voire en le confortant. Et quand je parle, je l'ai fait dans mon introduction, de revue de dépenses systématique, c'est à ça que je pense. Je pense qu'il faut vraiment maintenant aller regarder de près, soulever le capot des politiques publiques, puisqu'on va trouver un certain nombre de choses qui sont obsolètes, on va trouver des choses qui sont inefficaces, on va trouver des choses qui sont inefficientes. Je vous invite à regarder le petit rapport, parce qu'il est petit pour une fois, que nous avons fait sur les dépenses exceptionnelles de sortie de crise. C'est drôle parce qu'on a quand même proposé plusieurs milliards d'économies sur un périmètre assez petit. Alors je n'ai vu aucune réaction, aucune profession. Non mais aucune réaction au sens de, j'ai pas vu une profession qui disait c'est scandaleux, des associations qui disaient c'est épouvantable. On m'a proposé un certain nombre qui sont de relativement bon sens. C'est à supposer qu'elles pourraient être relativement indolores et qu'elles ne sont pas stupides. Je vais citer la principale sur l'apprentissage. Certaines mesures sont envisagées. Nous avons dit, franchement, avoir des apprentis qui sont dans l'enseignement supérieur, c'est pas eux qui sont au débat plus 5 ou 6. On en a la Cour des comptes, tenez. C'est pas eux qui ils sont problématiques sur le marché de l'emploi. L'apprentissage en Allemagne, il y en a beaucoup, et c'est pas ça. Donc si on recentre, si on recible l'apprentissage sur ces bénéficiaires d'aujourd'hui, avec la situation du marché de l'emploi qui est meilleure, c'est quand même une bonne chose. Il y a un certain nombre de dépenses culturelles, on sait, le rapport l'a montré qu'elles ne sont pas... Est-ce que c'est vraiment utile d'encourager les véhicules lourds quand on est dans une phase de décarbonation, etc. Donc je pense qu'on peut tout à fait aller dans ce sens-là. Nous ne disons pas tout. Je pense qu'il faut systématiser la démarche de manière très très importante, mais c'est le sens de ce que je suggère. Voilà, monsieur le député, l'évolution que prend l'institution, plus d'évaluation de politique publique, plus d'évaluation de la qualité de la dépense publique, en lien d'ailleurs avec les assemblées qui nous ont demandé des rapports qui sont extrêmement intéressants et que nous faisons encore une fois avec grand plaisir. Merci pour votre réponse. Je me permets de la reformuler parce que c'est sans doute moi qui n'ai pas été clair et je le dis sans ironie. En fait, ma question, c'était, au-delà justement de ce changement de vocabulaire, en fait, c'est toujours le même... Enfin, les éléments des rapports entre 2017 et 2024, en fait, sont redondants. Enfin, pas redondants, se répètent. Chaque année, le rapport dit, quoi que soit la conjoncture, il n'y a pas d'économie structurelle, sous diverses formes, avec divers vocabulaires. Mais en fait, ça revient toujours. Et je reporte ma question. Quand on a fait des auditions ici ou celle du Sénat, la question de acter que ce serait un problème de dérapage des recettes, bon, moi, c'est pas du tout mon analyse. Et quand je relis le rapport de la Cour des comptes, j'ai l'impression que ce n'est pas du tout celle des rapports annuels de la Cour des comptes. Le rapport de la Cour des comptes dit qu'il n'y a pas de réforme structurelle, ni en 2017, ni en 2018, ni en 2019, ni en 2020. On oublie 2021, c'est le Covid. 2022, reparti. Toujours pas de réforme structurelle, toujours pas de maîtrise des dépenses. Et j'y reviendrai par ma dernière question ensuite. Mais c'était ça ma question, c'est vos rapports sont clairs, mais il n'y a aucun effet. Alors est-ce que vous avez vu des économies structurelles sous ces 7 dernières années qui permettaient le redressement durable des comptes publics? Alors j'ai pas... Vous êtes finalement peut-être un meilleur lecteur des rapports de la Cour des comptes que moi-même. Donc je ne vais pas citer les rapports des années 2017, 2018, 2019, 2020. Je n'étais pas président de la Cour des comptes. Je ne doute pas qu'ils aient été passionnants et de qualité. Je le sais, bien sûr. Mais en effet, ce que j'ai dit sur 2023-2024, je l'ai cité dans l'introduction, c'est qu'il n'y avait pas eu, hors de la réforme des retraites, de réforme structurelle qui débouchait sur des dépenses. Oui, je l'ai dit, je le maintiens. Je ne dirais pas non plus qu'on trouve tout dans nos rapports. Je pense qu'il faut aller dans une démarche qui soit beaucoup plus collective, beaucoup plus partagée, beaucoup plus prononcée, de revue de dépenses systématiques. Mais qu'on a là, collectivement, des gisements tout à fait considérables. Je reprends après, plus tard. Éric Woerth. Oui, merci, Monsieur le Président. Le premier président de la Cour des comptes a raison, évidemment. D'abord, le problème est bien dans la dépense publique, le niveau de la dépense publique. Chacun le dit, le redit. En général, quand on arrive au gouvernement et qu'on se dit qu'il faut baisser la dépense publique,
on dit il faut prendre les rapports de la Cour des comptes et puis prendre ce qu'il y a de meilleur dans les rapports de la Cour des comptes et l'appliquer. Et puis après, on ferme les rapports de la Cour des comptes parce que pour appliquer tout ça, il faut un peu de continuité, il faut beaucoup de courage. Et c'est sans doute ce qui manque. Et on est tous d'accord ici pour dire qu'il y a probablement trop de dépenses publiques. On ne sera jamais d'accord sur la dépense publique qu'il faut réviser. Et donc, il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Il doit le faire aujourd'hui. Les dérapages dus aux collectivités locales ou à la sécurité sociale, ils sont très difficiles à piloter. Le dérapage, il n'y a pas de pilote dans l'avion de la dépense des collectivités locales. Je parle de la dépense générale, je ne parle pas de telle et telle collectivité elle-même qui pilote sa propre dépense. Mais il n'y a pas de pilote parce qu'il n'y a pas d'organisme global, régulateur, il n'y a pas d'autorité là-dessus. Les contrats de Cahors n'ont pas on fait Flores et en tout cas n'ont pas pu déboucher. Et c'est vrai pour la sécurité sociale qui sont essentiellement des dépenses à un moment donné de guichet. On n'arrête pas de soigner, on continue. Bon, tout ça rend les choses assez complexes. Quant au modèle de recettes, je pense qu'il faudrait, Monsieur le Président, qu'il y ait un 58.2 sur, au fond, peut-être un travail de la Cour, s'il n'a pas été déjà fait, sur les modèles, à la fois en recettes et en dépenses, pour essayer de regarder ce qu'il y a à l'intérieur. C'est assez opaque pour tout le monde, on se le fait expliquer, mais après on oublie, et puis tout ça varie et doit varier. Donc est-ce qu'aujourd'hui on dispose de modèles à peu près compétitifs avec ce qui se passe dans d'autres pays? Je note d'ailleurs que d'autres pays ont connu aussi des difficultés de prévision. C'est vrai pour l'Allemagne, c'est vrai pour l'Italie, enfin c'est vrai pour plein de pays qui ont connu de grandes difficultés de prévision. Dans un monde par principe, plus le monde est incertain, plus c'est compliqué de prévoir. Et je pense que dans cette affaire, le rôle du HC, du Haut Conseil aux finances publiques, est évidemment très important. Vous l'avez dit, peut-être que dans nos conclusions, il faudra indiquer qu'il faut confier les missions qu'ont d'autres organismes de la même nature dans les pays d'Europe au HCFP d'aujourd'hui. Je pense que ça n'a pas été fait et ça pourrait sans doute être fait. Puis je pense aussi, Monsieur le Président, qu'au fond, tous les acteurs sont un peu responsables dans cette affaire à partir du moment où il n'y a pas eu l'intention de tromper. Je note que personne ne dit nulle part qu'il y a eu l'intention de tromper. Donc il faut rectifier les erreurs. Et le Parlement doit jouer ce rôle. Il faut que nous nous regardions nous-mêmes avec un esprit critique. Nous contrôlons l'action du gouvernement. Nous la contrôlons de façon continue. Qu'est-ce qui empêche cette commission de contrôler, au fond, au fur et à mesure du temps, les prévisions de recettes de Bercy? Rien. Il faut juste qu'on puisse l'organiser, qu'on puisse l'institutionnaliser. Voilà quelques propositions. Ma réponse sera d'autant plus brève. Je suis largement d'accord avec ce que vous venez de dire, monsieur le député, ministre Éric Woerth. C'est vrai qu'il n'y a pas de pilote dans le contrôle de la dépense des collectivités locales. Mais néanmoins, j'ai dit qu'il fallait essayer de trouver des solutions partagées, un dialogue qui permette tout de même de trouver une pente qui soit évaluée de façon réaliste. Vous ne l'avez pas développé, mais il me semble qu'il y a tout de même des pilotes dans le cockpit de la dépense sociale. Vous allez voir que nous allons faire une revue de dépenses que nous allons rendre publique sur l'assurance maladie. J'ai fait quelques auditions. Je crois sincèrement que si politiquement on confiait à la CNAM une fonction un peu plus vigoureuse avec des dépenses, on pourrait faire des choses. Sans pour autant, là encore, abîmer nos hôpitaux. Au contraire, il y a certains points sur lesquels il faut investir, d'autres sur lesquels on peut quand même économiser. Pour ce qui est des modèles, je prends note, mais j'attends votre commande, Monsieur le Président, d'un 58.2. Sinon, nous pouvons nous-mêmes le faire d'initiative. Enfin, peut-être sur le HCFP, je me permettrais de vous transmettre un petit papier un peu précis sur les suggestions que nous faisons. Encore une fois, je suis embarrassé parce que je plaide pro domo, mais il s'appelle le HCFP, il est placé là où il est, mais c'est en réalité une institution budgétaire indépendante. C'est l'institution budgétaire indépendante française qui doit jouer ce rôle d'interface, de tiers de confiance, de validateur au service du citoyen, sous le contrôle du Parlement. Et ça vous aiderait sans doute à travailler encore mieux dans cet exercice si nous pouvions avoir une fonction continue, si nous avions un droit d'autosaisine et si nous avions un mandat, des moyens et un rôle plus important. Merci. Aurélien Lecoq pour la France Insoumise. Pardon, excusez-moi.
Merci, Monsieur le Président, et merci pour la clarté de vos propos et de votre propos introductif. Je voudrais revenir dans un premier temps rapidement sur la question de la transparence et des informations à disposition justement de la Cour des comptes et du HCFP. Vous avez indiqué, je crois, au Sénat en avril 2024, n'avoir reçu qu'en mars la connaissance de la note du Trésor du 7 décembre 2023, qui était une alerte auprès du gouvernement. Je voudrais savoir comment vous analysez le fait d'avoir reçu cette note aussi tard, comment vous expliquez de ne l'avoir reçue qu'à ce moment-là. Et j'ajouterai, à quel moment avez-vous eu connaissance de la note du 16 février qui, elle, de nouveau, est une alerte sur l'aggravation du déficit, puisqu'elle tape sur un déficit de 5,7, là où le gouvernement parle encore, 2 jours après cette note du 16 février, d'un déficit à 4,4. Réponse claire, une question claire. Oui, nous n'avons pas disposé d'informations dont nous aurions dû disposer. Comme chaque année, la Cour a instruit en fin d'année 2023 et dans le premier jour de 2024 ce qui devait devenir le chapitre finances publiques du rapport annuel publié le 12 mars 2024. La note Trésor-Budget datée du 7 décembre 2023, désormais fameuse, n'a pas été communiquée à cette occasion, alors qu'elle annonçait que le déficit public pourrait s'établir à 5,2% du PIB. Et elle montre bien que début décembre 2023, l'administration ne croyait pas à 4,9% de déficit. L'instruction du chapitre finances publiques du RPA s'est terminée le 14 décembre 2023. Le rapport a été envoyé à la contradiction le 18 décembre. Parallèlement, un questionnaire d'actualisation a été envoyé le 19 décembre. Une audition avec la directrice du budget s'est tenue sans réponse écrite le 11 janvier. Puis une réponse écrite de la direction générale du Trésor et de la DB est parvenue à la Cour le 24 janvier, avec les éléments d'actualisation demandés le 19 décembre. La réponse écrite de l'administration date du 24 janvier ne mentionnait pas la dégradation du déficit public, mais n'affirmait pas non plus que celui-ci serait de 4,9 points, comme prévu par la loi de fin de gestion. La réponse du ministre début mars évitait de donner les chiffres de déficit public en 2023 et en 2024. Il m'apparaît donc, oui, là, nettement, que l'administration n'a pas été transparente avec la Cour sur la période décembre-mars. Nous avons tiré les conséquences cette année en demandant fermement qu'un tel épisode ne se reproduise pas. Et je le dis avec prudence à ce stade, il me semble que les équipes en charge des travaux sur les finances publiques, la présidente est derrière moi, ainsi que le président de la section, ont bénéficié de davantage de transparence cette année. Mais il faudrait que ce soit quand même tout à fait systématique, cela. Il ne faut pas que cette situation se reproduise en quoi que ce soit. D'ailleurs, je vous informe d'une modification dans nos calendriers, Monsieur le Président, je ne sais pas si vous avez déjà été informé, qui est que nous avons décidé cette année de dissocier le chapitre introductif du rapport annuel lui-même, et qui sera publié plus tôt, avant la fin du mois de février. Le rapport public annuel étant remis un peu plus tard. Le rapport public annuel sera donc désormais un rapport thématique et nous ferons un chapitre sur les finances publiques en janvier-février, ce qui me paraît un nouveau rendez-vous utile pour aussi le contrôle parlementaire continu sur ces questions. Mais du coup, ce manque de transparence a aussi concerné la note du 16 février ? Oui. Merci. D'accord. Non, mais là, parce que la note du 16 février a aussi son importance, parce qu'elle est produite 2 jours avant la réitération par le ministre de l'objectif de déficit, publiquement. En réalité, c'est un peu embêtant, parce que nous ne l'avons pas eue, mais nous la connaissions. Celle-là, elle a fuité assez largement. Mais elle n'avait pas de statut officiel. Une autre question, c'est compte tenu de l'évocation de ces 2 notes et des alertes que vous avez repris dans la temporalité au début de votre expression, notamment vous disiez qu'il y avait une alerte de la Cour des comptes ou du HCFP dès le 27 septembre 2023 sur des hypothèses qui paraissaient, ou des prévisions qui paraissaient trop optimistes. Est-ce que pour vous, on peut considérer qu'au moment du PLF 2024, le gouvernement dispose de suffisamment d'informations pour considérer que ces hypothèses ne sont pas les plus probables et que du coup, ces prévisions de déficit ne sont pas les bonnes. Il avait la possibilité de juger que ce n'était pas cela qu'il fallait faire. Je vais le dire différemment, et comme je le dis moi-même, incontestablement, la prévision de 1,4% pour le PLF 2024 est exagérément optimiste et tout à fait volontariste, puisque le consensus des économistes s'établit à 0,8.
Et quand nous avons des échanges avec l'administration, naturellement, nous le lui disons. Nous échangeons aussi avec des instituts de prévision qui nous le disent aussi. Donc voilà, c'est un choix qui a été fait. Je n'ai pas à commenter. C'est un choix qui a été fait et qui, du coup, nous permet, en tout cas, de remettre en cause sa sincérité, puisque, contrairement à ce qu'affirment les ministres, disant qu'en fait, il n'y avait pas d'informations à leur disposition, vous nous dites bien qu'il y a un nombre important d'informations qui étaient quand même à leur disposition. J'ajoute une dernière question, c'est est-ce que vous êtes en capacité d'avoir une évaluation sur l'impact sur la croissance en cours d'année 2024 des différentes coupes budgétaires, soit les 16 milliards inclus dans le PLF ou les 10 milliards de coupes supplémentaires, voire les 16 milliards gelés en cours d'année et 7 milliards annulés finalement en fin d'année. Alors, sur le premier point, je vais quand même y revenir parce que sur cette affaire d'insincérité, je ne veux pas me laisser entraîner sur un terrain où je ne veux pas aller. Le fait qu'on aurait pu choisir un autre chiffre de croissance et qu'elle était volontariste ne veut pas dire qu'il y ait eu une intention de tromper. Il y a eu un optimisme ou un volontarisme excessif. C'est comme ça que je le formule. Et je souhaite que ce soit dit ainsi. Ne pas laisser d'ambiguïté sur le sujet. Après, c'est plutôt l'INSEE qui peut mesurer en cours d'année les impacts sur la croissance. Et on le voit à travers la série des taux de croissance trimestriels qui sont publiés ensuite. J'ai entendu dans votre propos liminaire la distinction que vous faites entre l'insincérité, qui suppose une volonté manifeste de tricher, et la notion de responsabilité. Mais est-ce que dans la notion de responsabilité, si on va plus loin, on ne bascule pas dans l'irresponsabilité? Donc vous souhaitez, si j'ai bien compris, que les prévisions, qu'elles soient macroéconomiques ou autres, ne soient plus confiées à la seule administration. Et vous êtes candidat naturel, je m'exprime comme ça, pour le Haut Conseil des finances publiques, pour justement apporter cet éclairage. Alors j'ai deux questions sur ce sujet, parce que ça pose une réelle dimension. La première, c'est à quel coût cela pourrait se faire, parce que je n'imagine pas que ce soit à coût constant, puisqu'il va falloir que vous renforciez vos équipes. Voilà, donc ça c'est la première question. Et la deuxième question, elle est beaucoup plus générale, mais puisque vous êtes dans le sujet de prévision, d'avenir, quel serait, à votre avis, compte tenu du contexte aujourd'hui, on va tester votre capacité à une réponse concrète, les perspectives en matière d'évolution des taux d'intérêt si nous ne revenons pas à un projet de loi de finances à 5,4. C'est un peu plus large que le seul champ de notre... Mais c'est un peu pour tester votre capacité à nous donner une vision d'avenir. Voilà. Nos capacités sont, je crois, assez convenables. Mais encore une fois, je ne veux pas me prononcer sur 2025, puisque j'attends la saisine demain et que je reviendrai devant vous. Vous pourrez me reposer la question. Ouais, enfin, moi, je ne peux pas, pour le coup, me contenter d'informations, de oui-dire, etc. J'attends de voir les choses de façon très précise, ce qu'on nous transmet. Et je vous promets que je vous répondrai de manière très concrète dans très peu de semaines, quand on aura examiné de près le projet tel qu'il nous a été déposé. Alors, ensuite, sur la première question, non, on peut pas. Alors, pourquoi est-ce que je pense que le HCFP est candidat naturel? Pas parce qu'il est à la Cour des comptes, pas parce que je le préside. Encore une fois, j'insiste devant vous sur un point. Le HCFP n'est pas une annexe de la Cour des comptes. N'est pas une annexe de la Cour des comptes. Le HCFP est logé près de la Cour des comptes pour une question de crédibilité, mais c'est avant tout un organisme indépendant d'analyse économique avec un secrétariat permanent très limité. Combien de TP aujourd'hui? 8. Donc on était à... Bon. Ce que je crois, c'est qu'il faudrait augmenter les moyens. Que faut-il pour que ça marche? Un, il faut qu'on ait plus d'informations. Il faut qu'on ait un peu plus de temps pour examiner les choses. Franchement, 5-7 jours, c'est beaucoup trop court. Il faut ensuite qu'on ait une équipe économique renforcée. Alors, c'est pas la même chose dans l'hypothèse où on nous confie les prévisions ou on nous confie la validation. Si on nous confie les prévisions, de facto, il faudrait transférer une partie, une quarantaine de fonctionnaires, je pense. Si on fait les finances publiques, oui. Voilà, qui sont aujourd'hui à la direction générale du Trésor. Et sinon, il faudrait une vingtaine d'économistes indépendants, donc augmenter nos moyens d'une douzaine de TP. Je pense qu'honnêtement, pour avoir des prévisions de meilleure qualité, c'est pas exagéré. D'ailleurs, on pourrait très bien les prélever ailleurs. Je pense que
assez naturellement, on pourrait trouver ces ETP transférés au Conseil des finances publiques. Donc plus de temps, un mandat élargi, plus d'informations et une augmentation très limitée de nos moyens. Et puis pour votre autre question, je vous promets que j'y répondrai une fois que j'ai les chiffres en rigueur. Bien. Christine Arregui. Les moments forts de l'audition de Pierre Moscovici, premier président de la Cour des comptes, entendu par la commission d'enquête de l'Assemblée nationale qui tente de faire la lumière sur le dérapage du déficit public en 2023 et en 2024. Vous pouvez revoir cette séance en intégralité sur lcp.fr. On se retrouve très bientôt pour d'autres moments parlementaires. Ciao, ciao.